Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Ce sont des médicaments qui tuent plus qu'ils ne soignent. Chaque jour aux États-Unis, les opioïdes, ces pilules addictives dérivées de l'opium, tuent environ 140 personnes. Ils sont devenus la première cause de mortalité des moins de 50 ans, avant les accidents de la route et les armes à feu. Les décès de célébrités comme Prince ou Michael Jackson ont mis en lumière cette épidémie d'addiction aux antidouleurs. Un fléau qui touche toutes les régions américaines et toutes les catégories sociales. Un scandale sanitaire donc dans lequel tous les acteurs ont leur part de responsabilité. Le gouvernement et ses agences, influencées par les lobbies pharmaceutiques et qui n'ont pas su réguler. Les laboratoires pharmaceutiques pour qui les profits se chiffrent en dizaines de milliers de dollars et qui ont dissimulé la dangerosité de certains médicaments et certains médecins peu scrupuleux. Nos correspondants aux États-Unis, Valérie Defer, Baptiste Fenwick et Romain Jany, ont enquêté sur le fléau de ces drogues légales. L'officier Yacourt protège la communauté d'Everett depuis plus de 20 ans. Le temps de voir cette petite ville de 100 000 habitants sombrer dans la drogue. Les overdoses ont explosé ces 5-6 dernières années. Parce que honnêtement, avant ça, on rencontrait rarement des gens qui prenaient de l'héroïne. Et maintenant ? Et maintenant, tous les gens qu'on croise en prennent. Face à l'ampleur du phénomène, la police d'Everett a créé une unité spéciale. L'officier Yacourt patrouille désormais avec Kate Lynn, une assistante sociale qui aide les toxicomanes à se faire soigner, comme Patrick, accro à l'héroïne. Mais combien vous diriez que vous consommez en ce moment en moyenne ? 1 gramme par jour. Et en moyenne, ça vous coûte combien ? Je dirais 70 balles. 70 € par jour. Pour Patrick, la descente aux enfers a commencé avec une simple ordonnance d'antidouleur tout à fait légale. Des opioïdes prescrits après une blessure. Pourquoi vous a-t-on prescrit ces médicaments ? Je me suis cassé le dos dans un accident de voiture. Les opioïdes sont des antidouleurs dérivés de l'opium, ultra puissants et très addictifs. Et une fois les ordonnances des médecins épuisées, beaucoup d'accros se tournent vers l'héroïne. C'est beaucoup moins cher que les pilules. Lorsque je prenais des pilules, je pouvais facilement dépenser 200 à 300 € par jour. L'héroïne coûte 10 fois moins cher. À Everett, comme dans tout le pays, la consommation d'héroïne a explosé, plus 62% en 15 ans. Donc, comme vous voyez, il y a des bouchons et des seringues un peu partout. On ne les ramasse pas, on les laisse. Je n'aurais jamais cru qu'en tant que policier, j'apporterais ce type d'aide comme on le fait aujourd'hui. C'est quelque chose de très nouveau dans la police, mais c'est absolument nécessaire. Aux États-Unis, le nombre de décès par overdose liés aux opioïdes a triplé en 10 ans. 64 000 morts rien qu'en 2016. Une réalité visible à la morgue du comté. Chaque jour, 140 personnes meurent d'overdose. C'est plus que les accidents de la route ou les armes à feu. C'est la cause de décès qui revient le plus souvent. Le fentanyl, la méthadone sont devenus en 10 ans des causes majeures d'overdose. Une addiction qui touche toutes les catégories sociales, comme la famille Warfield, qui vit dans ce quartier cossu d'Everett. Hi, baby, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for coming. Des photos, des souvenirs, c'est tout ce qu'il reste de Spencer Warfield, un étudiant de 24 ans.
Il était très sportif et très grand. 1m98. Il est là sur la photo, c'est l'un des plus grands de l'équipe. Il y a 5 ans, Spencer a succombé à une overdose. Il était accro aux antidouleurs, puis à l'héroïne. Je me suis réveillée et j'ai entendu le son très fort de la télé. Et je me suis dit qu'il s'était simplement endormi devant. Donc j'ai attendu 1 heure ou 2, puis je suis descendue pour voir comment il allait. Et il avait fait une overdose. Il était déjà mort. Comme pour beaucoup d'autres, l'addiction de Spencer a commencé par une simple ordonnance d'antidouleur, prescrite par son médecin de famille après une luxation de l'épaule. On lui a donné quelque chose pour soulager la douleur, ce qui paraît tout à fait normal quand quelqu'un se blesse. Le médecin était notre voisin, donc nous avions confiance en lui et nous avons trouvé cela normal à l'époque. Aujourd'hui, ses parents pointent du doigt les médecins et surtout les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé ces antidouleurs. Ils ont créé une grave épidémie et ils ne font rien, ni eux, ni la communauté médicale pour aider les gens. Face à l'ampleur de l'épidémie d'overdose, la ville d'Everett distribue désormais aux habitants des kits pour ramasser les seringues. Voici tout ce dont vous avez besoin pour ramasser les seringues en toute sécurité. La ville a aussi porté plainte contre Purdue Pharma, producteur de l'analgésique Oxycontin. Elle accuse le laboratoire d'avoir laissé prospérer, en connaissance de cause, les ventes de ces pilules sur le marché noir. Ils savaient pertinemment qu'il y avait une clinique à Los Angeles où des sans-abri étaient payés par des gangs criminels pour entrer et obtenir une ordonnance d'Oxycontin. Ils se rendaient ensuite dans une pharmacie complice pour récupérer les pilules d'Oxycontin qu'ils redonnaient à cette entreprise criminelle qui les acheminait ensuite jusqu'à la ville d'Everett pour les vendre dans la rue et se faire de l'argent. Pour le prouver, la ville a mis la main sur des documents accablants, des emails internes à Purdue Pharma. Je suis allé dans une clinique avec mon commercial, c'était rempli à craquer avec une file d'attente qui dépassait la porte, des gens qui ressemblaient à des membres de gang. Je suis presque sûr que c'était un réseau de trafiquants, c'était clairement du détournement. Ne faudrait-il pas prévenir l'agence antidrogue ? Avec ce procès, la ville d'Everett espère obtenir plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts pour soigner ses habitants. Nous avons contacté Purdue Pharma, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Founded by brothers, 2 physicians who strived to help doctors help patients. Purdue Pharma a été condamné en 2007 pour publicité mensongère. Le laboratoire affirmait que l'Oxycontin n'avait qu'un très faible risque d'addiction. Le géant pharmaceutique a dû payer une amende de 500 millions d'euros, un record, mais une goutte d'eau face aux 30 milliards d'euros de profits générés par la vente de l'Oxycontin. Car en 10 ans, les ordonnances de l'antidouleur sont passées de 300 000 à 14 millions. Et aujourd'hui, l'Oxycontin est toujours prescrit. Chaque semaine, Bobby Catenez rend visite à son médecin. Comment vous sentez-vous ? Pas aussi bien que j'aimerais. Cette secouriste de formation est devenue accro à l'Oxycontin après un grave accident de cheval. Lorsque je prenais ces opioïdes, je pensais que tous mes ennuis allaient disparaître. Je vais pas vous mentir, quand vous commencez à en prendre, c'est une sensation incroyable, un sentiment d'euphorie, où tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Dans les années 2000, les opioïdes sont devenus les médicaments de référence pour traiter la douleur. Mais aujourd'hui, ces analgésiques à base de méthadone, d'oxycodone ou d'hydrocodone tuent davantage qu'ils ne soignent. Plus d'Américains sont morts l'année dernière d'overdoses liées aux opioïdes que tous les Américains morts au Vietnam. Il y a eu une augmentation exponentielle, surtout après les années 2000, lorsqu'on a décidé de traiter la douleur de façon plus agressive aux États-Unis.
Et du coup, la douleur est devenue le 5e signe vital et le Congrès américain a fait de 2001 à 2011 la décennie de lutte contre la douleur. Avant, les docteurs avaient tendance à dire « ça va faire mal, désolé », et maintenant les médecins sont encouragés à traiter la douleur de façon plus efficace. Pour enrayer cette surconsommation d'antidouleurs, le gouvernement a mis en place un programme de surveillance des ordonnances. Avant, il n'y avait aucun moyen de savoir si mon patient obtenait des ordonnances de moi, de Dr. Jones et Dr. Smith et Dr. Thomas, alors que maintenant, je peux regarder sur la base de données du Centre de surveillance des ordonnances et connaître tous les médicaments prescrits à mon patient ces 6 derniers mois. Ça aide beaucoup. Résultat, le nombre d'ordonnances a chuté, mais sans médicaments, les accros comme Bobby se tournent alors vers le marché noir, puis les drogues de rue comme l'héroïne. Pour moi, l'héroïne, c'était pour les toxicos, et je n'étais pas une toxico. J'étais une femme d'affaires brillante, une mère de famille, présidente de l'association des parents d'élèves. Et aujourd'hui, je dis souvent aux gens que si ça a pu m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Mon administration déclare officiellement la crise des opioïdes une urgence sanitaire nationale sous la responsabilité de la loi fédérale. En octobre dernier, l'administration Trump a promis d'envoyer de l'argent et plus de moyens pour enrayer cette épidémie. Mais plusieurs mois après cette déclaration, les fonds ne sont toujours pas débloqués. Les officiers de police redoutent un simple effet d'annonce. Actuellement, notre pays fait face à une épidémie d'opioïdes. Beaucoup de gens meurent d'overdose. La police du comté de Los Angeles n'a pas attendu l'aide du gouvernement pour agir. Les 10 000 agents sont désormais formés à l'usage du Narcan, un spray nasal qui permet de renverser les effets d'une overdose. Vous le tenez comme n'importe quel autre spray nasal et vous l'introduisez dans les narines aussi loin que possible. J'ai déjà répondu à des appels où le type avait encore la seringue dans le cou. Vous savez, il arrive qu'il fasse une overdose dans les minutes après notre arrivée. C'est assez étrange parce que maintenant, on introduit de la médecine dans notre travail quotidien. Avant, on ne faisait que les premiers secours. Maintenant, on administre les médicaments. Mais ce qui inquiète surtout les autorités, c'est l'arrivée sur le marché noir d'une nouvelle drogue synthétique, le fentanyl, 50 fois plus puissante et plus dangereuse que l'héroïne. Si jamais cette drogue se disperse dans l'air, votre coéquipier va montrer des symptômes d'overdose. C'est une autre raison pour laquelle on porte ce spray, c'est pour notre propre protection. Fabriqué en Chine et beaucoup moins cher, le fentanyl est acheté par les trafiquants de drogue sur l'Internet clandestin, puis coupé avec de l'héroïne. Le fentanyl est 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne. Et le problème, c'est que les consommateurs remplissent leurs seringues avec leur dose habituelle d'héroïne, sauf qu'elle est coupée avec du fentanyl et qu'ils s'injectent une dose mortelle. D'ici fin 2018, tous les agents de police seront équipés de Narcan. À 65 € la dose, cela pèse lourd sur le budget de la ville et sur les contribuables. Et si le Narcan ne permet pas de diminuer la consommation de drogue, il permet de limiter le nombre de décès. Car aujourd'hui, plus de 2 millions d'Américains sont en danger de mort. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Focus ce soir sur l'île de Rechm en Iran. Depuis quelques années et l'arrivée des touristes, un changement se fait ressentir. Les professeurs d'école et les chers incitent les pères à laisser leurs filles à l'école jusqu'au bac.
Des jeunes filles qui souhaitent de plus en plus jouer un rôle économique sur leur île, quitte à se marier beaucoup plus tard. Rarement, une caméra étrangère n'a pu filmer cette île et ses habitants. Nos correspondants Mariam Pierzadeh et Sarah Saïdi s'y sont rendus. Voici leur reportage. L'île de Rechim, ses bateaux, ses pêcheurs et ses paysages paradisiaques. Derrière le décor de cartes postales se cache l'une des sociétés les plus traditionnelles de l'Iran. Les femmes sortent rarement seules en dehors de leur village. Saadieh, elle, bouscule cette culture. À 17 ans, elle est la première fille de sa famille à aller à l'université sur le continent, dans la métropole de Bandar Abbas. Une petite révolution pour sa mère. Le premier jour, j'ai beaucoup pleuré. J'étais très triste. Maintenant, je commence à m'habituer. Sa mère porte un boré, un masque couvrant partiellement son visage, qui signifie qu'elle est mariée. Une pratique spécifique du sud de l'Iran, de plus en plus délaissée par les nouvelles générations, qu'incarne Saadieh. À l'âge où ses amis doivent se marier selon la tradition, elle rêve de son avenir professionnel. J'aimerais bien travailler dans la programmation informatique. On verra. Je veux créer quelque chose et devenir quelqu'un dans cette société. Actuellement, tout le monde étudie et ne pas avoir d'éducation n'est plus d'actualité. Ses grandes sœurs n'ont pas eu cette opportunité. À 27 ans, Taïebé est mère de 5 enfants. L'école, elle l'a quittée en CM1, car il fallait marcher longtemps pour s'y rendre, mais aussi à cause de la pression de ses tantes. Aujourd'hui devenue couturière pour l'échoppe de son frère, elle souhaite une autre vie pour ses filles. Une partie de ma famille disait « Les filles vont à l'école, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles y font ?» Ça suffit, il faut qu'elles apprennent à tenir une maison, il faut qu'elles se marient. Car avant, les filles se mariaient tôt, à 14 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, dans l'école de mes enfants, le directeur organise des réunions pour demander aux mères de laisser leurs filles à l'école, de ne pas les marier trop tôt et leur dire qu'elles doivent rester jusqu'à 18 ans. Un travail pédagogique qu'applique notamment Hamid. L'instituteur tente de bousculer ces traditions ancestrales auprès des familles et aussi dans sa salle de classe. En classe, je leur demande qui pourrait être médecin. Certaines filles me disent moi, d'autres me disent qu'elles veulent être professeurs. Et moi je leur réponds, vous avez toute la possibilité d'améliorer la vie des gens de Rechim. Les enfants sont prêts à entendre ça. Je pense que ce changement est vraiment en train de se faire. Parmi les parents, seulement 10% s'y opposent, mais les 90% restants acceptent que leurs filles doivent étudier, voyager, voir ce qui se passe dans le monde. Ici, les habitants sont sunnites, contrairement au reste du pays, à 90% chiites. Dans les mosquées, interdites aux femmes, certains chers prêchent aussi pour que les jeunes filles ne quittent pas les bancs de l'école. L'une des plus hautes autorités religieuses de l'île a accepté de nous parler. On veut une classe sociale éduquée, que ce soit des garçons ou des filles. Car lorsque la mère sait lire, elle peut mieux éduquer ses enfants. Et c'est ce qu'on dit aux fidèles, dans des réunions publiques et en privé. Une sensibilisation sur ce sujet est régulièrement faite et parfois on propose également des aides financières pour ceux dans le besoin afin que leurs filles fassent des études. Une sensibilisation qui va bien au-delà de l'école. De plus en plus de femmes veulent aussi travailler et se lancent notamment dans l'artisanat. Derrière ces murs se cache l'une des renommées de Rechim. Avec du tissu et un peu de coton, Améné fabrique ses petites poupées vendues moins de 2 € dans sa maison, entourée de ses filles qui s'occupent de la vente et de transmettre leur culture. Celle-ci n'a pas de boré. Elle porte un habit traditionnel. Elle a atteint l'âge de la puberté. Elle porte un tchador mais pas de masque, car elle n'est pas mariée. Celle que je veux aussi vous montrer est mariée. Elle porte le boré, c'est devenu une femme. Une mère doit apprendre à sa fille à faire ses poupées pour qu'elle-même le transmette. C'est une coutume du passé. On ne veut pas perdre une tradition qui date de si longtemps. Jima, la plus jeune sœur, n'est pas mariée. Elle a transformé la maison familiale pour y accueillir des voyageurs venus du monde entier.
Et pour elle, le tourisme en pleine croissance sur l'île a fait évoluer les mentalités. Dans ma famille, tout est désormais entre mes mains. Et c'est bien. Dans le village, ceux qui étaient contre ce que je faisais, qui disaient qu'il ne fallait pas accueillir les touristes, que ça ne se faisait pas, qu'on allait perdre notre culture. Même eux attendent désormais les touristes et leur ouvrent leur maison. Comme ça, ils gagnent un salaire. Les femmes aussi font la même chose. Des femmes qui, à l'image du pays tout entier, veulent être plus visibles dans la société pour une nouvelle génération de petites filles qui un jour pourront peut-être jouer un rôle sur leur île. L'Arabie Saoudite et la France ont récemment décidé d'approfondir leurs relations. Dans le cadre de sa vision 2030, le prince héritier Mohammed Ben Salman entend bien développer son royaume et l'ouvrir aux touristes étrangers. Lors de son dernier voyage à Paris, MBS a conclu un partenariat pour développer le site historique d'Al-Oula, dans le nord de l'Arabie. À quoi ressemble donc Al-Oula et que vont en faire Saoudiens et Français? Reportage d'Antoine Mariotti et Cécile Galuccio. C'est un trésor archéologique presque caché. Avec ses tombes majestueuses, Al-Oula, grâce à son site de Maïdan Saleh, est souvent comparé à Petra, sa grande sœur jordanienne. S'il y a 2000 ans, Petra était la capitale du royaume nabatéen, Al-Oula, au nord-ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, était la deuxième ville la plus importante. C'est une tombe pour une femme qui avait décidé de partager cette tombe avec ses filles. Elle l'a documenté ici. Il est écrit qu'elle autorise ses filles à être enterrées auprès d'elle. Ça, c'est l'une des tombes de ses filles. En voici une autre. Et il y en a une derrière à côté, donc 3 filles au total. Les alentours regorgent de restes historiques de différentes périodes. Derrière ces lions reposent d'anciens rois. Quelques mètres plus loin, d'autres indices permettent de retracer l'histoire de la région. On peut voir qu'il y a des milliers d'années, des personnes sont venues ici. On peut également voir ces inscriptions qui ont été écrites lors du 1er siècle d'existence de l'islam. Ces mots sont trop difficiles à lire pour des gens qui parlent arabe aujourd'hui, car ce sont des mots très anciens. Des équipes d'archéologues saoudiens et étrangers, notamment français, explorent chaque recoin du site depuis plus de 15 ans. À l'image de cette librairie à ciel ouvert. Bien avant l'invention des livres, les habitants d'Al-Oula écrivaient donc sur ces roches, en gravure ou en relief. Si vous regardez ici, vous pouvez voir de l'art rupestre. À de nombreux autres endroits, ce ne sont pas des mots, mais des animaux qui témoignent d'un temps oublié. Les gravures sont absolument fascinantes dans le sens où elles montrent des animaux que l'on ne trouve désormais plus ici. Des lions, des girafes, des autruches, des animaux que l'on trouve dans la savane, pas dans un désert et sur des terres arides comme ici aujourd'hui. Tout cela remonte à une période qui date d'avant le changement climatique. Si historiquement le déplacement vaut le détour, les paysages eux aussi sont à couper le souffle, à l'image de Dancing Rocks, ces roches qui dansent, comme les ont baptisées les habitants de la région. Les Saoudiens sont extrêmement fiers de ce patrimoine historique et archéologique qui nous entoure ici à Al-Oula en Arabie Saoudite, mais qui est globalement méconnu dans le reste du monde. Ils veulent donc remédier à cela et construire dans les années qui viennent de nombreuses infrastructures routières, touristiques, notamment des hôtels, pour pouvoir accueillir de nombreux visiteurs étrangers. Ces sites sont aujourd'hui fermés au public, officiellement pour des raisons de sécurité et pour permettre leur développement. Mais malgré ces quelques panneaux, à l'exception des pèlerins qui se rendent à la Mecque ou à Médine, l'Arabie Saoudite est restée longtemps fermée au tourisme. Elle y voit aujourd'hui une manne potentielle à l'heure où sa dépendance au pétrole la fragilise. C'est le projet Vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salman. Le pays se prépare donc à ouvrir progressivement ses portes.
Pour nous, c'est un trésor. Et si vous avez un trésor, vous voulez le cacher et vous ne voulez pas que tout le monde puisse le voir et l'endommager. C'est une équation compliquée de trouver le bon équilibre entre la sécurité, la protection et le fait d'autoriser l'accès au public. Mais si Dieu le veut, nous allons y parvenir. Ces autres tombes, qui datent elles aussi de l'époque nabatéenne, ont été mises au jour très récemment, il y a tout juste 3 ans. Si les plus importantes sont désormais sans doute connues, à en croire les archéologues, pas un jour ne passe sans nouvelle découverte. Il y a encore tellement de restes archéologiques qui n'ont pas été découverts ici. De mon point de vue, c'est un joyau archéologique encore non découvert, mais absolument incroyable. Un officiel français impliqué dans les négociations de coopération s'inquiète de voir l'Arabie Saoudite vouloir transformer Al-Oula en un nouveau Marrakech. Mais les autorités locales assurent vouloir tout faire pour protéger les monuments, tout en développant le tourisme. Visiteurs étrangers et archéologues devraient donc se côtoyer prochainement sur les sites. Pour nous, le plus important, ce n'est pas simplement de protéger l'archéologie pour nous-mêmes, mais de permettre aux autres d'apprécier de manière responsable une partie de l'héritage incroyable que l'on a dans la région d'Al-Oula. Tant que les gens le font de manière responsable, on ne peut que l'encourager. Si Al-Oula ne détrônera peut-être pas Petra, elle pourrait bien devenir prochainement une étape incontournable dans la région pour tout touriste amateur d'histoire. Avec l'espoir que ce trésor archéologique, aujourd'hui presque brut, puisse rester le plus préservé possible. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. L'Irlande du Nord célèbre cette année les 20 ans des accords de paix signés le 10 avril 1998 et qui ont mis fin à 3 décennies de troubles entre séparatistes catholiques et loyalistes protestants. Si les violences appartiennent désormais au passé, les divisions politiques se creusent, aggravées par le Brexit. Depuis janvier 2017, aucun gouvernement régional ne siège à Belfast, faute d'entente entre le Parti unioniste démocrate et les nationalistes. Reportage d'Hervé Amoric et Steve O'Reilly. Jerry Kelly a grandi ici, dans les quartiers populaires de l'ouest de Belfast. Lorsque le conflit s'est embrasé dans les années 70, il a rejoint l'IRA. Pour les gens de ma génération, qu'on le veuille ou non, il n'y avait aucune alternative. On avait essayé de manifester pacifiquement pour défendre nos droits, mais pendant ce temps, les nôtres étaient abattus dans nos rues. L'armée britannique était dans nos rues. On est irlandais, et ils ont coupé notre pays en deux contre notre volonté. Incarcéré pour des attentats meurtriers en Angleterre, Jerry Kelly a été libéré en 89. Il s'est alors engagé dans le processus de paix. Il a négocié l'accord de 1998. Élu, puis ministre, il a ensuite partagé le pouvoir avec ceux de l'autre camp, jusqu'à l'effondrement du gouvernement de Stormont l'an dernier. 20 ans après l'accord de paix, l'Irlande du Nord reste divisée. Des grilles ont été ouvertes, des barrières ont été démontées, celle-ci est ouverte, mais le mur est toujours là. On espère qu'un jour il sera détruit, mais il faut avancer à la vitesse des gens qui vivent ici. Ça peut paraître déprimant et le processus ne va pas aussi vite que je le souhaiterais. Certes, on avance, mais il faut absolument que la réconciliation devienne effective. Les républicains, comme Jerry Kelly, veulent l'unification de l'Irlande, mais de l'autre côté du mur, le quartier de Shankill reste fidèle à la couronne britannique. Winston Irvine œuvre à la réconciliation des communautés avec d'anciens prisonniers de l'UVF, un groupe armé protestant qui a abattu de nombreux catholiques avant de renoncer à la violence. On est loin de la réconciliation. Il suffit de regarder notre situation politique actuelle. Pas de gouvernement, pas de partage du pouvoir à Stormont, pas de législature. On est en pleine inertie, en plein vide politique. Et c'est dangereux. Depuis 20 ans, l'Irlande du Nord connaît la paix. Mais elle n'est pas à l'abri d'extrémistes cherchant à exploiter le vide politique. Kate Carroll le sait bien. En 2009, son mari Stephen, un policier catholique, a été tué par des dissidents de l'IRA opposés au processus de paix. Kate appelle les élus à trouver un compromis final.
Je voudrais que nos élus aillent de l'avant et qu'on sorte de l'impasse dans laquelle on se trouve. Parce que je refuse que Steve soit mort pour rien, que toutes les victimes du conflit soient mortes pour rien. Ces jeunes gens, catholiques et protestants, visitent ensemble une exposition au musée d'Ulster. Pour eux, le conflit appartient à l'histoire. Ils sont nés à l'époque de l'accord et ils apprécient cette chance. Avant l'accord, les mentalités étaient différentes, plus sombres. Parler à ceux de l'autre bord était délicat et c'était mal vu, au point que parfois, les gens risquaient leur vie. À Stormont, les deux principaux partis dans les deux camps, les démocrates unionistes côté protestant et Sinn Féin côté catholique, ne parviennent plus à s'entendre pour gouverner. On est dans l'impasse parce que nos dirigeants politiques sont forcés de travailler ensemble alors qu'ils ne le veulent pas. Vu que les gens ne meurent plus dans les rues, je pense que ceux qui se sont portés garants de l'accord du Vendredi Saint, la communauté internationale et les gouvernements britanniques et irlandais, ne s'investissent plus autant qu'avant. Collectivement, nous ne nous sommes pas montrés à la hauteur de l'accord du Vendredi Saint. Un point d'achoppement de plus vient compliquer les débats, le Brexit. La seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne traverse l'Irlande. Un retour à une frontière physique avec des postes de contrôle pourrait remettre en cause l'accord de paix. Claire habite Newry, près de la frontière. Les Nord-Irlandais, surtout ici en zone frontalière, ne veulent pas voir tous ces symboles réapparaître après le Brexit. Les postes de contrôle ou toute structure qui marque physiquement ou symboliquement une frontière entre le Nord et la République d'Irlande au Sud. Le Premier ministre irlandais qui a signé l'accord du Vendredi Saint s'appelle Bertie Ahern. Pour nous, le Brexit est un désastre. C'est une des causes principales de l'instabilité politique actuelle et la raison pour laquelle les gouvernements irlandais et britanniques ne s'entendent pas aussi bien que lorsque Tony Blair et moi-même étions au pouvoir. Le Brexit ravive la question identitaire entre ceux qui se sentent britanniques et ceux qui se sentent irlandais. On avait résolu ces problèmes avec l'accord de paix. On pouvait être britannique, irlandais ou les deux. Le gouvernement britannique a le pouvoir de s'assurer qu'on n'aura pas de frontières dures en restant dans l'union douanière. Parmi les 44% de Nord-Irlandais qui ont voté pour sortir de l'UE, beaucoup étaient unionistes. Mike Nesbitt dirigeait le parti unioniste d'Ulster à l'époque du référendum. Pour lui, le Brexit est un grand risque. Si les négociations sur le Brexit ne sont pas conduites avec les intérêts de l'Irlande du Nord en point d'orgue, alors c'est l'avenir même du Royaume-Uni qui sera menacé. Les élus unionistes et les militants loyalistes insistent sur un point. La volonté du peuple britannique de quitter l'UE doit être respectée. Nous avons surmonté des obstacles plus importants que le Brexit, donc il n'y a pas de raison que nous ne parvenions pas à résoudre ce problème de façon plus pacifique que ce que certains pourraient imaginer. 20 ans après les accords de paix, l'Irlande du Nord doit encore relever de nombreux défis avant de pouvoir être considérée comme une société normale. Le conflit syrien braque depuis 7 ans souvent la lumière sur les acteurs de la guerre. Les victimes qui résistent, elles, sont rarement mises en avant. D'abord, simples citoyens manifestants opposés à la brutalité du régime. Ils sont devenus, la guerre s'accentuant et durant, citoyens journalistes ou activistes. Il faut dire que leurs témoignages sont rares, car soit ces personnes sont de facto en activité clandestine en Syrie à l'heure actuelle et elles ne souhaitent donc pas se mettre en danger, ou bien mettre en danger leur famille, soit encore parce qu'elles sont emprisonnées ou l'ont été. C'est le cas de la majorité, près de 50 000 depuis le début de la Révolution. Nous avons suivi l'une de ces rescapées de cette guerre dramatiquement médiatique. Rouaïda Kanaan, journaliste citoyenne, a choisi de témoigner par ses mots et par ses actions contre le pouvoir syrien et contre tous ceux qui participent à la destruction de son pays. C'est un reportage d'Alaeddin Salal et Alexandra Renard. Avenue Foch,
Roueda Kanan, activiste syrienne, a rendez-vous avec Sébastien et Laura, 2 étudiants de l'université Paris-Dauphine. Tous 2 la coachent pour ses démarches d'insertion dans la société française. Ce soir, Roueda retrouve sa mentor, Alexandra, avocate. Elle la guide dans son projet professionnel. Est-ce que ta semaine s'est bien passée? Oui. Oui. Face au misérabilisme ambiant, la grande école a choisi, elle, de miser sur le potentiel des réfugiés en France via son réseau de professionnels et d'étudiants. Du coup, regarde, là ton profil LinkedIn, il est bien. Tu as mis toutes tes expériences en français là en dessous. Il faut juste que tu changes ta phrase d'accroche. Ce qu'on nous on remarque, c'est un déclassement social. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France et bien qu'ils aient des compétences ou des diplômes, ils vont pas forcément pouvoir les exploiter au maximum ici. Parce que justement, ils n'ont pas la reconnaissance du diplôme ou ils n'ont pas la langue française. La priorité, c'est le français. Je vois difficilement comment tu peux suivre un cours de journalisme de façon efficace et rentable si tu ne maîtrises pas le français. فالكسندرا ولغة وبقية الفريق هن بس هذا التوجيه انه نحن شو بدنا بالضبط وشو بنقدر نعمل هون بالضبط وبتخيل يعني نحن بالحياة بحاجة لهي العلاقات لأن يعني هي بتفتح لنا معارف جدد شغل جديد دراسة جديدة حياة جديدة ما احنا هون أصلا عم نعيش حياة جديدة. Interdite de Syrie pendant 10 ans car réfugiée politique, elle veut devenir journaliste professionnelle. Depuis quelques mois, la France l'héberge, elle et son compatriote Hani, lui aussi activiste. Tous 2 vivaient à Damas, sans se connaître. Elle était prof de maths et d'informatique, lui chercheur en sociologie. Ils ont rejoint la révolte syrienne dès 2011, par résistance civile. Dès lors, le régime les a traqués, arrêtés à plusieurs reprises. Comme cet anonyme activiste présumé. Menacée de mort à son tour, Roueda demande l'asile politique en France. Peu de captifs des geôles syriennes témoignent librement. En prison, Roueda était avec des enfants, des bébés, des femmes très âgées. Pour elle, parler est capital. هلا بكل مرات الاعتقال تعرضت للتعذيب على الأغلب هو بيكون بالأيام الأولى من الاعتقال سواء كان تعذيب جسدي أو حتى أحيانا ممكن يصير تحرش جنسي. التعذيب الجسدي كان مثلا بالمرة الأولى بالهروانة وكمان كان في ضرب بالكهرباء. À sa 3e libération, interdite d'enseigner, elle devient journaliste citoyenne pour la web radio Rosanna, premier média libre syrien en 40 ans de dictature. كنا أنا وصديقي رايحين يعني كنت أنا رايحة أعمل روبرتاج بالغوطة وكان معي دواء للقلب لشخص موجود بالغوطة فأخذونا على الحاجز شافوا معي بطاقتي الصحفية بعد ما فتشوا السيارة طبعا فأخذونا أنا وصديقي استمر الاعتقال 10 شهور أنا طلعت لكن صديقي لسه ما طلع. 50 000 citoyens journalistes ont été arrêtés et détenus depuis la Révolution. 135 tués. Un mois après sa sortie de prison, Roueda est convoquée par un officier de l'état-major. Elle prend peur et fuit en Turquie. L'ex-captive continue de travailler pour la web radio Rosanna. De l'étranger, elle se fait porte-voix des Syriens, toujours en résistance. Journaliste et animatrice pour rappeler que son pays n'est pas qu'une guerre, mais aussi une culture ancestrale. Une nouvelle vie se dessine. Mais en Turquie aussi, le conflit la rattrape. Les citoyens journalistes syriens restent des cibles. 7 ont été tués depuis 2012. Ahmed Abdelkader, 3 balles dans la tête, survivra miraculeusement. Le déclic pour Roueda. Elle s'exile et débarque à Paris l'été dernier. بنطبع او بنصير مثلهم يعني نحن مثلا يعني انا مثلا صرت بركض على الدرج مع انه ما وراي شيء ما بكون مستعجله بس بشوف الناس راكده فانا بركض ما بعرف ليه غلط. Direction Paris-Dauphine.
L'université a sélectionné dans son programme Wintegrate 20 réfugiés sur motivation. Ils ont 12 semaines pour s'insérer dans la société française. Bonjour. Désolé. Des cours sur mesure, intensifs, coaching psychologique, coaching professionnel, vivre en France, anglais et bien sûr, français. Elle prenait, Oui. À 40 ans passés, apprendre une nouvelle langue est un vrai défi. Elle prenait. على الصعيد العام مشان الشغل مشان الدراسة هذا أهم شيء يعني أنا ما فيني أشتغل هون باللغة العربية. Souvent, ils arrivent en France seuls, sans famille, sans amis, dans un pays où, en effet, le système administratif est compliqué, où c'est pas toujours évident en plus parce qu'ils ne viennent pas d'une langue latine la plupart du temps. Mon but, c'est vraiment de les aider à s'insérer, communiquer et puis, on va dire, survivre. Captivés par leur toute nouvelle liberté d'expression au pays des droits de l'homme, les deux amis se sont inscrits aussi au cours du soir, les enjeux de la communication, à l'université Panthéon-Assas. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24. En 2017, plus de 5000 Tunisiens ont émigré clandestinement vers l'Europe. Ce chiffre est considérable, c'est 5 fois plus que 2016. Le taux de chômage qui atteint 30% chez les jeunes ou le manque d'accès aux services de base pousse les mieux diplômés comme les plus démunis à fuir par la mer, car il reste très compliqué d'obtenir un visa. 7 ans après la chute de Ben Ali, la révolution a déçu, comme l'ont raconté nos observateurs à notre journaliste Corentin Beignet. Reportage. Tout le monde est fatigué, stressé, malade, tout le monde est diplômé. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont au chômage. En 2017, plus de 5000 Tunisiens ont émigré illégalement vers l'Europe. Ce chiffre est considérable, c'est 5 fois plus qu'en 2016. Le taux de chômage qui atteint 30% chez les jeunes et les difficultés à obtenir un visa pour l'Europe poussent les diplômés comme les plus démunis à fuir par la mer. 7 ans après la chute de Ben Ali, notre journaliste Corentin Beignet est parti à la rencontre de ses observateurs déçus par la révolution tunisienne. Des jeunes Tunisiens tout sourire, sur le bateau qui les emmène vers l'Italie, trop heureux de fuir enfin leur pays. En débarquant sur les plages italiennes, d'autres laissent éclater leur joie. Ces images, prises entre juillet et novembre dernier, témoignent d'un mouvement d'émigration clandestine de la Tunisie vers l'Europe sans précédent depuis la Révolution. Comme beaucoup, Nasser, 28 ans, a voulu fuir son quotidien de chômeur chronique. Le 8 octobre, son passeur l'achemine dans une maison sur l'île de Kerkena, un des principaux lieux de départ clandestin. Il y passe la nuit, mais le voyage va vite tourner court. On est venu à la plage, on a trouvé des petits zodiacs qui nous ont emmenés au large pour arriver jusqu'au grand chalutier qui était amarré au large. Quand j'étais dans la maison, j'ai trouvé un gilet de sauvetage. J'ai mis mon manteau par-dessus pour que ça ne me crée pas de problème et qu'on ne se dispute pas parce que chacun aurait voulu le prendre. Le chalutier prend la direction de l'Italie, mais peu après le départ, il est accosté par un bateau de la marine tunisienne. Il a fait marche arrière sur environ 200 mètres. Puis il est revenu par la droite et il a percuté le bateau. Le bateau s'est renversé, on s'est noyé. Dieu merci, je portais mon gilet de sauvetage. C'est ce qui m'a sauvé. Mais quand j'ai vu mes amis et les gens que je connaissais autour de moi morts... Des quelques 90 passagers, 40 sont morts. Pour les survivants, la collision était volontaire, pas pour le gouvernement, qui renvoie à l'enquête en cours. Dieu merci. On avait fait tout un programme, et voilà.
Nasser, lui, a dû rentrer chez lui, à El Taïfa, à un hameau déshérité où il cultive avec sa famille quelques bouts de terre pour de très faibles revenus. Pour dormir, ils sont 8 à se partager cette petite pièce. Viens, je te montre. Ça, c'est notre terrain, qu'on n'arrive pas à exploiter, car on n'a pas d'argent. On a fait une demande pour faire un puits. Ici, il faut toujours qu'il y ait de l'argent qui passe sous la table, pour qu'ils arrangent les choses. Regarde la qualité de cette terre. C'est une bonne terre, elle est bonne pour l'agriculture. Tu y plantes n'importe quoi, ça pousse. Mais on n'a pas de matériel. C'est pour ça que j'ai voulu émigrer, pour ramener de l'argent pour cultiver ici. Nasser, tu connais des gens qui sont partis en Europe. Qu'est-ce qu'ils te disent de la vie là-bas? Même quand ils rentrent, ils ne me parlent pas des problèmes qu'ils vivent. J'ai de très bons amis à Strasbourg qui nous envoient des photos sur comment ils vivent. Des photos des restaurants, de voitures, des filles autour d'eux, il y a de l'argent, des euros. La famille de Nasser offre le déjeuner. Son père, qui a longtemps refusé, avait finalement accepté de le laisser partir en Europe. Le prix des passeurs, 2500 dinars la traversée. Une fortune pour la famille. Je suis allé voir mes amis, je leur ai demandé de me prêter de l'argent pour le voyage. Personne ne nous a demandé de rendre l'argent, mais je veux le faire. Et Nasser, après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as à nouveau envie de partir? C'est sûr, mais pas clandestinement. Je veux y aller légalement. Mais plus d'aventure. La mer, c'est fini. J'ai vu la mort en face. Il y a trop de risques dans la mer. La France, c'est le rêve. Je veux voir la situation là-bas de mes propres yeux, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour avoir l'esprit tranquille. À quelques kilomètres de là, Bir Ali Ben Khalifa. 13 jeunes originaires de cette localité sont morts dans la collision, suscitant la colère de la population contre la marine tunisienne. Notre observateur Zoher est un militant local de la société civile. Après la collision au large de Karkana, il y a eu de très importantes manifestations ici à Bir Ali Ben Khalifa. Ça, c'est une vidéo sur la page Facebook qui te montre la dernière manifestation qui a eu lieu à Bir Ali Ben Khalifa. Tout le monde est sorti dans la rue pour faire passer son message. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Zoher, tu nous as donné rendez-vous devant cet hôpital. Il a été terminé il y a 2 ans, mais il est toujours pas ouvert, c'est ça? Oui. À Bir Ali, il y a des gens qui continuent à mourir, parce que cet hôpital, qui a toutes les spécialités, tiens regarde, eh bien il est fermé. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi l'État laisse un hôpital aussi complet fermé? Zoher a 31 ans et un diplôme de technicien supérieur. Faute de mieux, il travaille comme gardien de nuit dans une usine pour 500 dinars par mois, à peine 170 €. Salam alaikum, la baisse. Selon lui, l'hôpital pourrait fournir de l'emploi aux jeunes de la ville. Voilà les jeunes de Bir Ali. Bienvenue, installe-toi. Tu vois, Rami, chicha, cigarettes, il n'y a pas de boulot. Voici comment les jeunes de Bir Ali passent leur journée. Depuis la période de Ben Ali jusqu'après la Révolution, rien n'a changé. Nous, les jeunes, on a 2 choix. Soit on émigre clandestinement pour améliorer notre situation, soit on fait contrebandier. Tout le monde est fatigué, stressé, malade, tout le monde est diplômé. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont au chômage. J'en connais même un, ça fait 15 ans. Là encore, il y a des gens qui sont partis. On entend parler d'un tel qui est parti, d'un tel autre. Celui qui appelle, ça veut dire qu'il est arrivé. Et quand quelqu'un n'appelle pas, la famille est très inquiète. Et aujourd'hui, ils sont à Lampedusa? Oui. Ils sont arrivés. En décidant d'émigrer clandestinement, certains jeunes plongent leur famille dans l'angoisse. Dans la ville de Ferriana, Othman Abidine reçoit chez lui. En février 2016, son fils Mohamed et son ami Atef sont débarqués par leurs passeurs à 30 mètres des côtes siciliennes. Ils ne savent pas nager, ils se noient. Sans nouvelles, la cousine de Mohamed, qui vit à Milan, commence à enquêter.
On a appelé des avocats, des amis. On a utilisé Facebook. On a cherché partout, avec plein de gens. Ils nous ont aidés à faire circuler l'histoire de Mohamed. Ils nous ont aidés à chercher et à partager dans les groupes et les pages Facebook. On ne savait pas s'il était vivant ou s'il était mort. Hanan et le père de Mohamed arpentent les centres d'accueil et les prisons, alors que le consulat tunisien et la gendarmerie sicilienne se renvoient la balle. Au bout d'un an, la gendarmerie retrouve des photos de migrants morts au moment du voyage de Mohamed et Atef. Les 2 corps ont été enterrés anonymement. Ça, c'est Atef, à Sikouliana. C'est la photo que les gendarmes nous ont montrée sur l'ordinateur. La photo de l'autre corps est insoutenable. On m'a demandé de faire un test ADN afin qu'on puisse le comparer avec celui du cadavre. Je n'ai pas reconnu le deuxième cadavre. Il était méconnaissable parce qu'il est resté 2 semaines dans l'eau. 18 jours après, on a eu le résultat et j'ai découvert que c'était mon fils. Le corps de Mohamed a finalement pu être rapatrié à Feriana en octobre dernier, 1 an et demi après son départ. Selon sa famille, les autorités ne les ont presque jamais aidés, ni assistés financièrement. Durant notre reportage, aucune des autorités que nous avons contactées n'a répondu à nos demandes d'entretien. Face au drame de l'immigration clandestine, des associations comme celle de Shaker Sassi veulent alerter sur la réalité vécue par ceux qui partent. Comme auprès de ces étudiants en gestion à Tunis. Bien sûr, on ne vous montre pas ces images-là, les problèmes sociaux. Or, bien sûr que cette image d'où ils habitent en vrai, et il faut que vous sensibilisiez les plus jeunes à ce que sont les vraies conditions de vie. Pour Shaker Sassi, pour que les jeunes soient incités à rester, ils doivent être davantage incités à développer leurs propres projets. Au Mont Semama, une des montagnes investies par les djihadistes tunisiens, c'est ce que fait notre observateur Adnan Elali, au sein d'une région historiquement délaissée par les autorités. Tu nous as donné rendez-vous ici, au Mont Semama, où depuis plusieurs années tu développes des projets artistiques pour les jeunes de la région. Oui, on est en train de construire le premier centre culturel de montagne en Tunisie. C'est ce centre que vous voyez. Ces travaux vont être achevés au mois de février, au mois de mars 2018. Adnan a d'abord monté un mini ciné-club, puis creusé un théâtre dans la montagne. Ce centre, financé par une fondation néerlandaise, comprendra bibliothèque, atelier de musique ou de tissage. Et c'est un aboutissement pour notre observateur. Il fallait oser. Le maquis des djihadistes n'est qu'à quelques kilomètres. Nous avons pensé à cette caserne culturelle afin qu'elle soit un endroit de lutte contre l'obscurantisme. Et il faut penser à éradiquer ce fléau par l'art, par la culture, par l'intelligence humaine. Donc ce projet, est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est un moyen de retenir un peu les jeunes dans la région? Oui, c'est ce qu'on vise aussi. C'est vrai, on ne peut pas leur créer ce grand paradis européen rêvé, mais on peut leur permettre de gagner un argent de poche et pourquoi pas quelques salaires. Ce samedi matin, les jeunes des environs se retrouvent sur le chantier du centre. Ce lieu regroupera bientôt des activités qu'ils font depuis des années, du chant, du théâtre, du cirque. Parmi les projets les plus aboutis, les Rare Boys, une troupe de breakdancers. En 2016, Adnan a pu les envoyer se produire en Belgique, leur offrant quelques royalties et un vrai changement de perspective, explique l'un d'eux, Anwar. Par exemple, au lieu d'aller faire des bêtises, tu vas plutôt aller vers la danse, vers cette ambiance, avec tes amis, un groupe avec qui tu peux travailler. Au lieu de partir à la montagne et de prendre les armes, ou d'immigrer clandestinement, tu as un autre moyen de te défouler, quelque chose que tu aimes. Mais les projets montrant aux jeunes qu'ils peuvent se construire un avenir économiquement viable en Tunisie restent rares. Malgré les risques, les plus qualifiés comme les plus démunis sont encore beaucoup à rêver d'Europe. 7 ans après la Révolution, la jeunesse de Tunisie semble n'avoir que bien peu confiance dans son propre pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.